Bonjour, je m'appelle Pougou Anaël et ma plaidoirie s'intitule « Voler à leur identité, les oubliés du monde ». Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Antoine de Saint-Exupéry disait « On naît de son enfance comme on naît d'un pays ». Vous êtes un enfant, 8 ans à peine. Votre famille, votre maison, vos rires d'hier ne sont plus que des ombres. Du jour au lendemain, vous devenez un pion dans une guerre qui n'est pas la vôtre. L'enfance, ces années qui forgent notre identité, imprègnent nos souvenirs, se retrouvent alors bafouées. Vous êtes l'un des 20 000 enfants ukrainiens à qui elle a été arrachée le jour où vous avez vous-même été enlevé à votre famille, à votre pays, à votre avenir. C'est le destin de Mikola, qui a été dépossédé de son identité, victime d'un crime abominable qui se joue loin de nos regards. L'acculturation forcée des enfants ukrainiens par l'État russe. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour réclamer justice, briser ce silence. L'État russe ne se contente pas seulement d'arracher ses enfants à leur famille, c'est une réelle tentative d'effacement. Un déracinement orchestré, méthodique, où l'ensemble de ces enfants volés sont endoctrinés. Notre maison à Mariupol en Ukraine était très belle. Elle n'était pas très grande, mais maman disait toujours qu'elle était pleine de chaleur car l'amour réchauffe les cœurs. Papa cuisinait des draniki le dimanche matin. Et moi, je jouais à la course avec mes voitures car il était crucial de savoir laquelle était la plus rapide. Maman riait. Elle riait beaucoup et moi, je la regardais. J'adorais la regarder rire. Malheureusement, j'aurais dû la regarder faire plus longtemps. C'était la dernière fois. La fenêtre de ma chambre donnait sur une cour où je jouais souvent au ballon avec mon voisin. C'était ma maison, ma rue, mon monde. Et puis tout a explosé. Il faisait froid tout d'un coup. Papa et maman parlaient vite, très vite. Ils prenaient des sacs, des manteaux, des papiers. Moi, je voulais juste dormir. Puis il y a eu un bruit. Un bruit encore plus fort que les émissions de télé que maman aimait bien regarder. Et les murs ont tremblé. La fenêtre de ma chambre s'est brisée. J'ai crié. Il y avait de la poussière partout. Et la maison n'était plus que des tas de pierres cassées. On a couru longtemps. Très longtemps. D'autres gens comme nous marchaient, chuchotaient, avaient peur. Finalement, après plusieurs jours, nous sommes arrivés sur un terrain de football. Mais il n'y avait pas les buts habituels dessus, seulement d'immenses tentes bleues. Maman appelait cela un centre d'aide. Tout allait bien. Nous étions sauvés, on allait être aidés. Maman me répétait que nous étions en sécurité, mais lorsque les soldats sont arrivés, elle m'a serré la main très fort. Elle me faisait très mal, mais bizarrement, je savais que quoi qu'il arrive, je ne devais pas la lâcher. Ce n'étaient pas nos soldats. Ils parlaient une langue étrange que je ne comprenais pas. Papa m'annonça qu'il parlait le russe. Il venait de Russie, le grand pays à côté de chez nous. Les soldats le regardèrent et lui posèrent plein de questions. « Es-tu soldat ukrainien ? Travailles-tu pour le gouvernement ukrainien ?» Papa répondit non. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont emmené mes parents dans une pièce. Papa et maman ne sont jamais revenus. L'article 17 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966, signé par la Russie, dispose: Nul ne sera l'objet d'immixtion, arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Moi, j'ai pris le bus. Il n'était pas aussi bien que mes voitures, mais il était rouge, alors ce n'était pas trop grave. Il y avait d'autres enfants dedans. Certains pleuraient, d'autres ne parlaient pas. J'ai demandé si papa et maman allaient bientôt nous rejoindre. Un soldat m'a souri et m'a dit que mes parents m'avaient autorisé à partir en camp de vacances pour quelques jours. Mais c'était bizarre parce que dehors, tout le monde pleurait, alors que normalement les vacances c'est rigolo.
Selon l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, qui a été signée par la Russie, le transfert d'enfants forcés d'un groupe national à un autre groupe participe du crime génocidaire. Le camp était grand, avec partout ce qui semblait être des drapeaux russes. On nous a appris énormément de choses car il était nécessaire de nous faire devenir de parfaits petits Russes. On m'a donné un uniforme et appris à tenir une arme. Elle était assez lourde, mais les soldats étaient très fiers de moi car ils disaient que je visais très bien malgré mon jeune âge. Je n'aimais pas trop tirer. Ça faisait peur et mal au bras. Mes voitures me manquaient. Apprendre le russe était complexe. C'était encore plus compliqué que l'étape de multiplication que ma maîtresse me forçait à réciter. Un jour, mon copain Artem, que j'avais rencontré dans le bus, m'a dit que plusieurs enfants avaient été réprimandés, questionnés, puis mis en isolement pour avoir parlé ukrainien. Nous avions l'interdiction de parler notre langue. Et puis, un soldat nous a surpris. Artem parlait, moi j'écoutais. Il a commencé à crier et à taper Artem. Il l'a pris par le bras et l'a emmené dans un coin reculé du camp, loin de tout. Je n'ai revu Artem que 10 jours plus tard, aminci, le visage fermé, refusant de me parler. Je n'entendais sa voix que lorsqu'il parlait russe. Le lendemain, c'est lui qui menait les chants traditionnels que nous devions chanter chaque matin. Dès ce jour-là, j'ai su que quoi qu'il arrive, je devais me taire, suivre, obéir. Une dame commissaire, qui s'appelait Maria Volva-Belova, est venue me voir un jour pour me donner un papier rouge. C'était un passeport russe. Elle m'a longtemps regardée, m'a souri et m'a fait un câlin. Et puis, elle ressemblait beaucoup à maman, alors je lui ai fait un câlin un peu plus longtemps que prévu. Elle m'a dit que dorénavant, je m'appelais Alexei. Mais j'ai immédiatement froncé les sourcils et dit qu'il devait y avoir une erreur, car mon papa et ma maman m'ont appelé Mikola, comme mon grand-père. Elle s'est contentée de rigoler, en secouant la tête de gauche à droite. Je n'aimais pas trop, mais je ne voulais pas me faire taper par les grands et méchants soldats vivant au fond du camp. Alors j'ai haussé les épaules et accepté avec empressement. L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, signée par la Russie, dispose: l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Un matin, une dame et un monsieur sont venus me chercher en m'affirmant qu'ils étaient ma famille maintenant. Ils étaient gentils et puis leur appartement à Moscou était très grand. Et leur télévision diffusait des défilés militaires, mais aussi des émissions de chant. Et dans la cuisine mijotait du bortsch. Ils ont dit que j'étais chez moi maintenant, que j'étais russe. Je reçus plein de tanks miniatures comme cadeau de bienvenue. Je n'avais jamais reçu de tank avant. Je m'extasiais tellement fort que je fis rire ma nouvelle maman. Ce rire, il était magnifique. Et me fit rappeler quelque chose, mais je n'arrivais plus à savoir quoi. Je regardais maman longtemps avec émerveillement. Elles étaient trop bien ces vacances finalement. Peut-être que c'est bien d'être Alexei. Peut-être que Mikola n'a jamais existé. L'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, signée par la Russie, dispose: les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du jury,
On naît de son enfance comme on naît d'un pays. Mais le sommes-nous vraiment ? Depuis le début de la guerre, la Russie affirme avoir accueilli 744 000 enfants ukrainiens pour raisons humanitaires. Et que reste-t-il de Mykola aujourd'hui ? Rien. Rien qu'une vie effacée, une voix étouffée, une enfance sabotée. Il n'a pas péri sous les décombres de Marioupol, non. Mais son sort est tout aussi terrible. On l'a dépossédé de son nom, de sa langue et de son passé. Mesdames, Messieurs, on a assassiné son enfance en douceur. La russification et la militarisation des enfants ukrainiens s'accélèrent de plus en plus. Le transfert d'enfants d'un groupe ethnique à un autre, le fait de changer leur nationalité et leur identité relève du crime génocidaire. Et la Russie, n'ayons plus peur de le dire, leur lave le cerveau. En 2023, Sergueï Kirilenko, chef adjoint de l'administration présidentielle russe, affirmait ouvertement lui-même « Si tu veux vaincre l'ennemi, éduque ses enfants. » Mesdames, Messieurs, ne détournons plus les yeux. Ne laissons plus ces enfants être les victimes d'une guerre dont ils ne comprennent pas le sens. Merci.